tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Comme vous cherchez à savoir celui qui est derrière là, je suis la relance. Un allumeur de cerveau, une personne qui vous fait réfléchir différemment sur les réseaux sociaux depuis pratiquement 2 ou 3 ans. Ce soir, pendant notre émission, on va recevoir une brave dame qui a traversé des étapes difficiles avec l'obésité et qui, un jour, par coup de chance, je suis tombé sur une de ses vidéos et je me suis dit, elle a l'espoir pour beaucoup d'autres femmes, elle a l'espoir pour beaucoup de personnes obèses. Alors je me suis rapproché d'elle pour dire, madame, peut-être, si on partage votre expérience, le monde entier serait sûrement guéri. Guérir l'obésité, on a fait une émission avec elle il y a de cela 2 jours, je crois. Aujourd'hui, on va approfondir sur quelque chose d'assez spécifique, les maladies, l'opération, la thyroïde, les médicaments qu'on présente à beaucoup de personnes obèses, leur mode de vie. On va rester largement concentré ce soir juste sur le côté maladie. Guérir l'obésité, bonsoir. Bonsoir. Tes abonnés sont un peu plus appuyés sur moi. Peut-être j'ai les yeux un peu tordus. Je crois qu'ils vont sourire avec moi. Demande à tes abonnés de sourire avec moi et de tapoter pour moi. Il faut tapoter. Tapoter pour le monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, guérir l'obésité, j'ai apprêté quelque chose d'assez particulier ce soir. On va aller véritablement dans la profondeur des émotions. On va aller sur les analyses de certaines images et de certaines personnes déjà assez connues sur les réseaux sociaux avant de pouvoir entamer la phase peut-être de votre traitement, de votre guérison, comment est-ce que vous allez procéder pour pouvoir voir le sourire que vous avez aujourd'hui. On va essayer de toucher d'une certaine façon les différentes formes d'obésité parce que c'est très important. On va aller avec cette première image, la personne la plus connue sur les réseaux sociaux actuellement. Vous allez nous donner votre avis par rapport à ce que vous allez voir. Merci, on va ensemble. De la salade, un peu d'avocat. Internet est de mauvaise qualité, hein, c'est ce que je constate. Derrière cette image, quelle est votre analyse? Awa, la plus connue des réseaux. On ne parle pas des gens, vous donnez votre avis et on va approfondir. Là, moi, je trouve une femme forte qui s'est cachée dans ce corps. Hein. Oui. Parfois, c'est pas ce que la femme là montre qui ressent dans son cœur là-bas. Oui. C'est ce que les gens aiment voir qu'il est en train de montrer. C'est ce que les gens aiment. Allez-y. Par contre, elle souffre trop. Oui. C'est une souffrance qu'il ne veut pas partager avec les gens, en fait. Et cette souffrance, vous pensez qu'elle cache cette souffrance derrière la nourriture? Oui, oui. Lorsque vous étiez malade, est-ce que vous cachez votre souffrance derrière la nourriture? Est-ce que vous consommiez vos émotions avec la nourriture? Je peux pas dire ça, je peux aussi dire ça. Parce que lorsque tu es là, tu ne bouges pas, tu as trop de soucis, tu manges sans te rendre compte. Oui. Lorsque vous étiez malade, vous mangez à peu près combien de kilos de nourriture par jour? Je vais remontrer à mes abonnés qui viennent de se présenter comment est-ce que vous étiez avant. 1 minute. 1 minute, je vais remontrer. Parce que c'est très important. C'est elle ici, il y a de cela quelques années. Je crois que 2 ans en arrière, c'est ça, non? 2 ans en arrière. Lorsque vous étiez comme ça, vous mangez beaucoup? Non.
Je mange pas trop, mais je peux dire je grignote beaucoup, mais je mange pas trop. Pourquoi est-ce que, ce qui veut dire que, comment est-ce que vous étiez en train de refouler vos émotions? Parce que beaucoup de gens disent que en mangeant, c'est la meilleure façon pour des personnes obèses de refouler des émotions. Vous refouliez vos émotions comment? Moi, au cas contraire, moi, mon cas, c'est différent. Moi, je ne veux même pas accepter que je suis grosse. Je n'ai pas accepté. Pour moi, aujourd'hui, je suis en train de lutter pour chercher la solution. Et si je cherche la solution, je ne peux pas manger. Moi, mon souci, c'est de voir l'obésité guérie, solution, obésité, solution. Je fais des recherches. Donc, je n'ai pas l'opportunité. Au contraire, je fais beaucoup de jeûnes. Vous faisiez beaucoup de jeûnes. On va encore... Ok, restons un peu sur le cadre de Hawa, parce que nous, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes, ou sinon elle-même, elle a déclaré que son obésité est due au diabète. Je crois très bien. Au diabète. Est-ce que lorsque vous étiez obèse, vous aviez un certain taux de diabète élevé? Non, moi, je n'ai aucune maladie. Vous n'avez pas eu de diabète? Non. Ce qui veut dire que l'obésité de Hawa, à un certain niveau, est totalement différent de votre obésité parce que on affirme que elle a un diabète et c'est sûrement sur ce diabète qu'elle se retrouve en train de prendre de la grosseur. Donc, est-ce que vous pensez que derrière ça que... Je pense que le mode de traitement ne peut pas être le même que le vôtre. Parce que là, c'est déjà... Ça peut être le même. Ouais. Parce que moi, qui ont le diabète et puis ils ont fait le même procédure. Ok. Oui. On va arriver là-bas. On va revenir sur une autre image. Ok. La dame fait énormément de sport. Et vous arrivez de faire du sport comme ça? Lorsque j'étais obèse? Oui. Est-ce que vous pensez que le sport qu'elle est en train de faire là, ça peut vraiment l'aider? Oui, si elle est vraiment déterminée, ça peut l'aider. Mais là, dans son état, je pense que ce sont les Américains. Est-ce que vous avez étudié quelque part l'obésité américaine? Parce que, selon vous, peut-être les Américains, ils sont assez obèses. Pourquoi? La nourriture, les problèmes. Quel est le problème selon vous? Lorsque j'étais obèse, beaucoup de recherches que j'ai faites, c'est Amérique. Et c'est là que j'ai même cherché solution. Mais ce que je trouve qui les tue beaucoup, c'est que les docteurs ne veulent pas le faire. Ils sont trop doux, ils les prennent comme des bébés. Par exemple, si c'est en Amérique, moi, mon opération, ça ne va pas se faire. Oui. Si vous étiez aux États-Unis. Oui, si c'était aux États-Unis, parce que je les ai écrit une lettre, et puis ils m'ont dit, il faut perdre d'abord 60 kilos. J'ai dit, waouh, si j'arrive déjà à perdre 60 kilos moi-même, j'ai un peu besoin de vous. Ce qui veut dire que les médecins, il y a des médecins dans votre parcours de combat d'obésité qui, au lieu de vous aider, vous ont plongé plus. Oui. Ont essayé à un certain niveau. Vous pouvez nous raconter une histoire d'un médecin qui a peut-être, vous avez rencontré et qui a été dangereux pour vous? Lorsque j'ai contacté l'Amérique, oui, ils m'ont envoyé beaucoup d'analyses à faire. Même, il y a parmi les analyses, il y a une analyse une seule analyse de 800 000 et il faut envoyer ça en Belgique ou bien envoyer, c'est après 3 semaines que le résultat va venir. J'ai tout fait. Ils m'ont traité comme s'ils voulaient me prendre mon cas. Et j'étais déjà content pour faire les analyses. C'est vrai que pour le scanner, j'ai pas pu parce qu'il n'y a pas le scanner qui prend mon poids. Je suis allée au Bénin, il n'y en a pas. Au Ghana, il n'y en a pas. Au Togo, il n'y en a pas. Ils ont dit pour ton poids là, il y a pas le scanner qui peut te prendre. Maintenant, j'ai tout fait. Tous les analyses. C'est là que je sais qu'il y a des années
endocrimono, apnée du sommeil, beaucoup d'analyses. Et lorsque j'ai dépensé l'argent, plus de 2 millions et quelques pour faire les analyses, je les envoie les dossiers. Et puis il dit non, il faut aller perdre d'abord 60 kilos avant de prendre. Je dis, Et mais quand il vous demande de perdre 60 kilos en avance, il vous propose de faire quoi pour pouvoir perdre les 60 kilos? ils m'ont rien proposé, ils m'ont dit de faire seulement l'effort pour perdre 60 kilos. On va continuer avec une autre image. Parce que là, c'est quelqu'un qui se bat à pouvoir perdre. Allons-y ici. To where when I turned 25, I had to completely stop working because I couldn't physically do it anymore. I went on disability. I'm guessing I was around 700 pounds then. Since I couldn't take care of my family anymore, the one thing I didn't want to do is become more of a financial burden to them. So I started living on my own, doing nothing really but eating all day alone. But the loneliness... On peut arrêter là. Ce cas, il a un autre problème qui est le lymphodème. Au pied. Monsieur, quand vous m'avez dit ce cas-là, est-ce que vous savez que mon cas est arrivé là? C'est parce que je ne monte pas. Vous avez eu le lymphodème? Bien sûr, au niveau des fesses, des cuisses, partout. Il y a un garçon sur les réseaux sociaux au nom de Christ. Je n'ai pas pu prendre son image, je crois très bien. Qui se bat depuis des années, qui a déjà fait multiples opérations avec le lymphodème. On ne fait qu'attacher le lymphodème. On ne fait que l'attacher. Est-ce que vous pensez qu'il y aura la solution derrière ça? Oui, il y a la solution. Parce que si moi j'ai trouvé la solution, ça veut dire lui-même peut trouver la solution. Oui. Moi-même, je ne suis pas là. C'est parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas les habits sur mon corps. Sinon, j'allais montrer. Je suis déterminée à le monter, mais quand je suis une femme mariée, je n'ai pas pu monter cette image. Pour moi-même, c'est grave que pour ce monsieur. Je remets l'image, hein, parce que là, c'est trop fort. To where when I turned 25, I had to completely stop Surtout le working lymphodème. because I couldn't physically do it anymore. I went on disability. I'm guessing I was around 700 pounds then. Since I couldn't take care of my family anymore, the one thing I didn't want to do is become more of a financial burden to them. So C'est compliqué, hein? Pour lui, c'est une seule plaie et puis c'est gros. Mais pour moi, c'est pas trop comme ça, mais c'est les 2 pieds. Avec ça, vous dites aux femmes que gardez espoir. Oui. Vous dites aux personnes obèses que gardez espoir. Votre mari, c'est un ange. Hein? Laissez-moi encore vous montrer son mari. Parce que moi, j'aime bien cet homme-là. Je vais vous montrer encore. Pour ceux qui n'étaient pas là, il faudrait encore rendre témoignage sur son mari. Parce que je garde cette image. Hein? C'est fort pour moi, en tout cas. Laissez-moi encore vous montrer son mari. Monsieur, son mari. Parce que c'est un ange. Ils sont rares qui sont comme ça. Je vais d'abord vous montrer. Après, je vais vous montrer autre chose. Et elle va analyser. C'est écrit amour. Oh là là. Amour ne veut pas venir. Amour. Amour mari. C'est ce que j'ai écrit. Ça, c'est monsieur son mari. Rends-nous encore ce témoignage pour les gens qui n'étaient pas là. Rends-nous encore le témoignage sur monsieur ton mari. Ça, c'est mon Dieu sur terre. Oui. Si Dieu me donne l'opportunité de mourir et de revivre encore, je vais supplier Dieu de me faire rencontrer encore ce monsieur. J'ai hâte de vivre avec lui. L'Éternel revient avec lui. C'est beaucoup d'amour. Et dans ce beaucoup d'amour, j'ai trouvé à peu près ce type d'image encore sur les réseaux. On va écouter la vidéo. 1 minute. Une minute, je crois que c'est ça ici. Le dégoût dans le regard de sa femme.
Donc apparemment, je te dégoûte par rapport à mon obésité. Donc ma femme va pouvoir te répondre et te dire ce qu'elle en pense. Apparemment, je te dégoûte. Déjà, j'aimerais savoir en quoi tu te permets de dire que mon mari me dégoûte, parce que je comprends pas. Et puis de deux, je suis très fière de mon mari, je l'aime tel qu'il est. Encore une fois, il m'a connue, j'étais obèse. Voilà, il m'a aimé pour qui j'étais. Moi, je l'aime pour qui il est. Avant tout, après bien évidemment, il y a toujours une histoire d'attirance physique, on va pas mentir, ça c'est vrai, mais moi mon mari m'a toujours attiré, il m'attire encore aujourd'hui. C'est pas parce que il a des kilos en trop que ça me dégoûte comme tu dis. Je pense qu'à travers toutes les vidéos, à travers tout ce que je fais, je lui démontre au quotidien mon amour pour lui. Je veux dire, si je l'aimais pas, j'essaierais pas de lui trouver des astuces pour l'aider à perdre du poids, l'encourager dans sa démarche, etc. Donc voilà, je trouve que ton commentaire il est déplacé. Voilà. Et puis je vais faire la petite. On s'arrête là. Madame se bat à ce que son mari puisse perdre le poids. Est-ce que si votre mari se bat à ce que vous puissiez perdre le poids, est-ce à dire que votre mari aime votre physique? Parce que si j'aime votre physique, je ne vais pas me battre pour que vous perdiez le poids. Je vais me battre pour pouvoir vous conserver comme ça. Mon mari, il aime bien mon physique, mais mon bien-être est très important pour lui. Donc, pour lui, ce n'est pas le corps qu'il aime, c'est moi-même mon intérieur. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui ont des maris, des frères et sœurs en état d'obésité? C'est le message que j'aimerais que vous envoyez ici à ces personnes, parce que c'est très important. La seule chose que je peux dire, c'est de les soutenir, de leur donner de l'amour, de leur montrer qu'ils ne sont pas différents des autres. Ok. On va aller avec un médicament qui est beaucoup plus. Je vais vous demander, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors comment est-ce que ce stylo qu'on appelle l'Ozempic aide à perdre du poids? Alors il faut bien comprendre qu'à la base c'est un antidiabétique qui a été détourné de son usage parce qu'il permet de perdre du poids. Lorsque vous mangez et que vous êtes sous Ozempic, eh bien l'Ozempic va activer votre organe juste ici qu'on appelle le pancréas et lui dire de produire plus d'insuline. Et c'est comme ça que le taux de sucre va baisser. Sauf qu'en fait, il y a plein de récepteurs à l'Ozempic sur l'ensemble du corps humain. Et vous en avez un ici, au niveau de l'estomac. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez essayé ce médicament? Non. Mais vous avez déjà entendu parler? Non. Oh là là, là je suis en avance un peu. J'ai cru que vous étiez plus en avance que moi. Malheureusement, j'ai pas téléchargé la vidéo de la thyroïde parce que j'aimerais qu'on rentre sur la thyroïde et il faudra avoir une vidéo sur la thyroïde. Donnez-moi une minute. Chers abonnés, vous pouvez parler, hein? Je fais quelque chose. Je trouve quelque chose, je reviens. Vous pouvez parler, je trouve quelque chose, je reviens. Le seul conseil que je peux donner à les gens, c'est de monter trop d'amour. Parce que le stress, là, Bonsoir, coach. c'est ça qui me fait beaucoup. L'amour, c'est très important dans tout. Hein. L'amour des proches, l'amour maternel, des frères, de notre entourage, c'est très important. Comment savoir si votre glande thyroïde est malade? L'organe ici présent, qui je vous le rappelle sur lequel il est juste ici. Je reviens, hein, une minute, je suis avec vous. Soyez-en sûrs. Je ne fais que vous faire plaisir. J'ai envie qu'on parle de quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais j'ai oublié de mettre cette vidéo. Et il faudrait forcément que je la mette. C'est très important. D'accord. Très, très important. Pour qu'on rentre maintenant dans votre cadre de vie, votre cadre de maladie, vous-même. Il faudrait forcément qu'on parle de ça. Tapotez le live et faites-nous le plaisir, s'il vous plaît. Ne soyez pas seulement des téléspectateurs. Partagez le live et
tapoter. Il faut dire à tes abonnés que je ne suis pas docteur. Hein. La seule chose que je soigne, c'est la psychologie, c'est le travail du cerveau. C'est la seule chose que je soigne chez les êtres humains, le cerveau. Donc, si c'est qu'il faut faire perdre le poids à une personne, ce n'est que par la parole. C'est ce que je sais faire, la gestion en morale. Je ne sais pas faire autre chose. Donc, ne venez pas chez moi après. Allez chez elle pour pouvoir demander conseil, pas chez moi. Je connais absolument rien. Je suis pas médecin. Je pose simplement des questions. Demain, vous allez me trouver que je suis en train de causer avec d'autres personnes, peut-être dans le cadre du business. Je peux me retrouver demain en train de parler dans le cadre de handicap. Je peux me retrouver en train de parler d'autres choses. Je ne parle pas seulement d'obésité, je parle de la psychologie de l'être humain. Donc, l'être humain dans tout son environnement. Ce qui veut dire que les problèmes, parce que là, les gens qui sont en état d'obésité se retrouvent dans le rejet social. Et ça, ce sont des trucs qu'il faut savoir les accompagner, il faut savoir les écouter, il faut savoir comprendre. Il y a des gens qui juste, elles se retrouvent qu'elle a 5 kilos. Je suis avec vous, hein. Je suis en train de télécharger ce que je veux faire. Vous retrouvez une personne qui a 5 kilos de plus, mais rien que derrière les 5 kilos de plus que la personne vient d'avoir, le mari lui dit que, oh, tu viens de prendre trop de poids. Rien que le mot, oh, tu viens de prendre trop de poids, elle se retrouve en train de gonfler encore plus. Sans toutefois le savoir, le mari l'a fait plonger. Donc ça, ce sont des trucs qu'il faut savoir gérer, il faut savoir parler avec des gens. Il y a des enfants qui naissent. Vous frustrez un enfant, l'enfant est déjà totalement frustré que rien que ça, peut-être vous vous séparez, un couple se sépare, la séparation d'un couple fait en sorte qu'un enfant dans la maison, il commence à prendre le poids, vous vous demandez que c'est quoi. Au lieu de soigner sa psychologie, vous commencez à insulter que gros porc. Et c'est fini. L'enfant plonge dans ça et devient tout autre chose. C'est bien pour ça que j'essaie à un certain niveau de poser la question à cette dame qui a vécu cet ensemble de choses, l'origine de son obésité. Comment est-ce que c'est venu? Comment est-ce qu'elle a combattu ça? Comment est-ce qu'elle a travaillé? Et comment est-ce qu'elle se prépare aujourd'hui pour pouvoir travailler avec les autres personnes? C'est même la question que je vais vous poser directement. Lorsque vous avez vécu cet ensemble de rejet, le rejet social, le rejet familial, le rejet en fait, en tout, comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous prenez la chose pour pouvoir vous battre et dire aux autres personnes que c'est possible? Comment est-ce que vous travaillez pour pouvoir accompagner d'autres personnes? C'est pas facile, mais je suis déterminée à les accompagner, à faire tout possible pour leur ramener le sourire au visage. C'est très important pour moi. Parce que, au fait, c'est de les assurer qu'ils peuvent retrouver leur forme là. C'est ça qui me donne la joie aussi. Ok. Apparemment, la vidéo ne veut pas monter. Entrons dans la phase de parler de votre maladie. Votre premier examen, vous le faites quand? Lorsque vous découvrez que vous arrivez devant le miroir, vous découvrez que vous avez un surpoids. Vous faites votre premier examen quand à peu près? Après l'accouchement, après le 3e enfant? Ou sinon, qu'est-ce que vous avez commencé à faire avant de décider de partir à l'hôpital? J'ai déjà accouché tous mes enfants avant de remarquer que j'étais obèse. Oui. Et lorsque vous remarquez que vous êtes obèse, qu'est-ce que vous procédez? Vous commencez à boire du thé, vous commencez à faire du sport, vous commencez à faire quoi concrètement? Premièrement, comme j'entendais déjà le mot d'opération, j'étais déjà excitée à passer en action de l'opération. Maintenant, je n'ai pas aucune expérience sur ça. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, de contacter les docteurs. Premièrement, j'avais contacté les docteurs Paul et Nassif. Eux, ils ont dit non. Ils ne font pas l'opération. Pour eux, c'est la chirurgie esthétique. Paul et Nassif. Oui. Ok, ce sont des médecins spécifiques, ils sont déjà assez reconnus. C'est une fausse publicité, on continue. N'allez pas chercher Paul et Nassif après, parce que rien que le mot sur Internet, les gens se sont déjà jetés pour aller chercher. Ce n'est pas ça. Ok, vous avez contacté ces médecins, ce n'était pas ça. Mais avant ça, vous n'êtes pas entré dans l'été, vous n'êtes pas entré dans le sport, vous n'avez pas commencé à suivre des trucs. Pourquoi directement l'opération? Oui.
j'avais pas trouvé de solution. Je suis obligée de prendre les comprimés comme les Anacal 3, les catéines, les thé minceurs, beaucoup de thé. Maintenant, il y a un thé là, je ne me rappelle pas son nom. C'est lui qui a aggravé vraiment la situation parce que lorsque je suis en train de dégraisser dans le corps, au lieu que les graisses sortent, c'est en train d'accumuler tous les graisses dans mes cuisses et fesses. Oui. Donc, c'est ça qui a aggravé complètement ma situation. Ça a rentré dans mes jambes, donc je ne peux plus vraiment bouger. Et qu'est-ce qui vous donne les FODEM? C'est les tisanes. Ce sont les tisanes qui vous donnent les FODEM. Mais moi, je suis étonné. Vous avez pris le poids. Vous avez commencé à prendre les tisanes. Malheureusement, les tisanes sont dangereuses pour vous. Mais aujourd'hui, quand je cause avec vous, j'ai l'impression que vous tolérez les tisanes. Pourquoi? Parce que je tolère les tisanes parce que je sais que à un niveau de l'obésité, tu peux prendre les tisanes. Mais il y a un certain niveau que le tisane ne peut plus travailler. Mais vous avez déjà découvert, par exemple, un thé qui est très dangereux. Est-ce que vous avez déjà découvert d'autres thés comme ça, d'autres cas qui sont dangereux? Parce que je pense que vous avez tout essayé pratiquement et rien n'a marché. Mais quels sont les trucs que ça a affecté votre estomac, ça a affecté votre sommeil, ça a affecté ceci? Le problème qui se pose, c'est que j'ai testé ça en quel moment? Je vous ai bien dit que c'est lorsque je voulais aller faire le mariage que je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu. Mais vous ne pèsiez pas? Oui, j'avais... Oui, vous n'aimiez pas le miroir, vous n'aimiez pas le miroir, mais à ce moment, vous ne pesez pas, vous ne ressentez pas que vous pesez trop? Non, en ce moment, je ne pesais pas. C'est lorsque j'ai regardé le miroir que je suis allée me peser. Et j'ai trouvé 195 kilos. Même vos vêtements ne vous donnent pas un signal? Tu sais, pratiquement, je ne bouge pas. Je suis là. Je ne bouge pas. Je ne sautais pas. Mais votre mari vous a vraiment donné trop d'amour. Hein? Les hommes ne donnent pas trop d'amour aussi comme ça. Hein? Parce que là, ils s'oublient aussi quelque part. Pourquoi pas? Il faut donner de l'amour. Mais il faut contrôler certaines choses. Parce que là, je trouve que... Aux femmes maintenant, surtout les femmes qui se trouveront là, chaque 2 semaines, de faire tout possible pour monter sur la balance. C'est très important. Mais vous êtes à 180 kilos. Vous regardez le miroir. Lorsque vous regardez le miroir, est-ce que le miroir n'a pas aggravé votre situation? Je peux dire que ça a aggravé parce que lorsque j'ai regardé le miroir, je ne m'accepte plus. Parce qu'il y a ce côté-là, il y a aussi que parfois la balance aggrave la situation. Hein? Non, la balance n'a pas aggravé la situation. Pour vous, il y a des femmes là que rien que le fait de voir seulement la balance, quand elles voient 1 kilo de plus, le stress monte, elle ne sait plus contrôler ça. Et ça, c'est un côté psychologique qu'il faut savoir véritablement assister ces femmes-là. J'espère que lorsque vous prenez l'initiative de commencer à accompagner ces femmes aujourd'hui, il y a un côté psychologique de la peur de la balance, de la peur du miroir, de la peur même des vêtements. Parce qu'il y a un certain côté où on commence à avoir peur même de ces vêtements. Qu'il faudrait véritablement travailler, vous. Le miroir a aggravé. Lorsque vous regardez la balance, vous regardez le miroir, combien de kilos s'ajoute encore minimum sur vous? Ça vous mentir. J'ai commencé par prendre les tisanes, les comprimés, tout et tout. Parfois, le gravement problème que j'ai eu, que ça me donne le courage maintenant d'aider les autres, c'est que lorsque cette semaine, je trouve que j'ai baissé du poids, comme on dit, voilà. Maintenant, dans 2 semaines, je trouve que ça augmente encore. Au lieu de continuer, moi je baisse, j'achète encore une autre tisane. Je me dis, ah, cette tisane n'a pas travaillé. Peut-être c'est son travail de la de prendre encore une autre, comme j'ai augmenté le poids, alors que ce n'est pas ça.
C'est maintenant que j'ai su que non. C'est pas le fait de prendre le poids que le tisane ne marche pas. Est-ce que vous êtes retrouvé dans la phase de tu prends une tisane en 2 jours, tu lances, tu prends encore l'autre après 2 jours, c'est-à-dire que tu veux le résultat le plus rapide. Voilà. Le problème, c'est que tu crois que l'obésité, là, tu peux enlever ça rapidement. En 1 mois, il faut trouver un résultat coûte que coûte. Alors que ce n'est pas ça. Ok. Revenons encore sur l'affaire des thés. Le thé qui vous fait maigrir et qui envoie le poids au niveau des jambes. Il était fait naturellement, il était fait dans une industrie. Le thé là, ça venait d'où? Moi, je me disais que c'est ce thé. J'avais des doutes parce que mon mari m'a dit, qu'est-ce qui te prouve que c'est ce thé-là? C'est le moment que j'ai pris le thé que j'ai remarqué. Mais peut-être c'est ce que tu avais déjà pris depuis qui a accumulé et puis ça a fait de coïncidence, je ne sais pas. Donc, c'est pour cela que je ne peux pas dire seulement que c'est ça. Avant d'entrer dans la phase de la maladie et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes aujourd'hui? Parce que le marché d'Internet, le plus grand business à l'heure actuelle sur Internet, c'est maigrir. Là, maigrir. 3 kilos, il faut perdre 3 kilos en ceci, il faut perdre 3 kilos en cela. Avant de continuer, j'aimerais peut-être rendre témoignage ici. Parce que moi, c'est un côté, ça n'a pas fait partie des choses qui m'ont amené à combattre, à me jeter dans le combat des ventes des produits n'importe comment sur Internet. Je suis devant vous peut-être 45 personnes. Vous pourriez peut-être voir mes vidéos, parce que quand je finis l'interview comme ça, je vais balancer les vidéos sur mon YouTube, La Poire Relance. Et ceux qui me suivent à l'heure actuelle, sachez que je vais commencer à organiser des conférences sur Zoom. Et là, on va aborder les vrais sujets. J'ai beaucoup touché de sujets gratuitement pendant l'année 2023-2024. On va entrer dans la profondeur des sujets. Et ça, je ne vais plus partager n'importe quel sujet sur les réseaux sociaux. Les sujets largement éducatifs, que ce soit dans la psychologie des affaires, que ce soit dans n'importe quelle psychologie, lorsque le sujet est très profond, je vais le ramener en formation à Zoom. Vous pouvez déjà le comprendre. Alors, madame, moi, j'arrive sur TikTok dans un besoin de pouvoir perdre un peu le ventre parce que là je viens d'arriver en Allemagne, je viens d'avoir une guerre, donc il y a le stress de la guerre et tout ça, je prends énormément de poids, j'arrive sur les réseaux sociaux et je trouve l'astuce café citron. C'est pour ça que je vous ai posé la question l'autre jour. Que pensez-vous de l'astuce café citron? Je me suis levé, je suis parti prendre l'astuce café citron. J'ai chargé dans mon ventre. Lorsque j'ai chargé dans mon ventre, je me suis retrouvé à 4 opérations après. Donc c'est pour ça que je dis, lorsque vous entrez sur les réseaux sociaux, vous voyez les astuces. Je dis bien que 4 opérations. 4 opérations pour les reins, calcul rénal, d'autres choses qui se sont formées dans les reins à cause des astuces sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, je fais cette émission avec vous parce que je sais que vous êtes passé par cet ensemble de choses. Il y a tellement d'astuces qu'on donne sur les réseaux sociaux qui ne sont nullement pas vérifiées. Et nous, on suit ça aussi bêtement que possible. C'est pour ça que je vous ai posé la question, café citron. Qu'en pensez-vous? Avez-vous essayé? Moi, j'ai essayé, ça a été dangereux pour moi. Et c'est pour ça que lorsque vous vous êtes trouvé peut-être en train de donner des astuces, j'ai commencé à dire que les cas sont totalement différents. Il faudrait véritablement savoir cadrer ces cas avant de pouvoir donner une direction. Parce que là, c'est totalement différent. Ok. Maintenant, on va rentrer dans le cadre de la thyroïde. Vous nous avez parlé ici de la thyroïde. À quel moment est-ce qu'on vous fait l'examen de la thyroïde? On avait déjà fait les autres examens ou sinon, on vous a fait l'examen de la thyroïde trop avant? Ici, pendant des années, personne ne m'a pas déterminé que j'avais la thyroïde. Tous les analyses que je faisais ici, là, oui, ils n'ont rien trouvé. C'est pour cela, moi,
Si quelqu'un a dit vraiment qu'il a les moyens, je ne peux pas les conseiller de faire les analyses ici. Parce que pour moi, je me dis, il y a... personne ne m'a pu déterminer qu'est-ce qui a causé mon obésité. Tu sais que si tu sais ce qui a causé ça, tu peux éviter. Actuellement, vous savez ce qui a causé? Oui, actuellement, je sais. C'est quoi, par exemple? C'est la thyroïde et l'hormone. La thyroïde et l'hormone. Bon, en fait, la thyroïde, c'est ça qui régule les hormones. Parce que je sais que vous n'êtes pas scientifique, on va pas pousser très loin dedans. Mais déjà, l'examen de la thyroïde, vous faites ça où? On vous demande ça quand? Vous êtes déjà à combien de kilos à peu près? J'étais déjà à plus là. On m'a fait ça en Turquie. C'est en Turquie qu'on vous a fait l'examen de la thyroïde. Avant d'aller de ce côté, rentrons un peu sur les actions hormonales. Allons un peu sur les actions hormonales parce que vous êtes une femme, vous prenez le poids par le bouleversement, le jeu hormonal. Comment est-ce que se passent vos cycles menstruels? C'est régulier? C'est normal? Oui. Vous n'avez aucun problème au niveau des menstruations? Non. Ok. Au niveau de l'humeur, vous n'êtes pas une femme qui est en train d'agresser son mari, qui fait ceci, qui fait cela, qui est un peu trop calme à ce moment-là? Non. Vos hormones de grossesse, pendant la période de grossesse, ça agit comment sur vous? Un peu trop de faiblesse, un peu trop de quoi? C'est comment? Oui, lorsque j'attaque la grossesse, là, pendant les 9 mois, là, c'est maladie. Vous êtes totalement malade? Totalement faible. Même pour manger, c'est difficile. Ok. Quand vous vous levez, le tout premier hôpital, je crois que c'est pas la Turquie que vous partez. Non. Vous le faites au Bénin. Faire quoi? Vos premiers examens, vos premières rencontres avec les médecins. Oui, au Bénin, oui, au Bénin. Les médecins vous disent quoi? Il y avait un temps là. Il y avait le truc là. Comment, ce que vous avez monté, c'est édème, non? Oui, édème. Oui, oui. Le lymphodème. Voilà, lymphodème. Je dormais et puis j'ai senti une grande brûlure au niveau des jambes, comme si on m'a versé de l'eau chaude. Oui. J'ai crié dans le sommeil. J'ai crié le nom de mon mari. Je l'ai appelé, il a dit quoi? Il a dit quoi? Je dis, je ne comprends pas, regarde. Et puis, en même temps, ça a commencé à faire l'eau, comme si on t'a versé l'eau chaude. Oui. Ça a commencé à faire l'eau comme ça, là. Et puis, mon mari a dit, ah, ta maman est à Porto-Novo. Voilà, c'est ta tante qui est ici à Cotonou avec nous. Je vais appeler ta tante. Le moment qu'elle est en train d'appeler ma tante, je commence à trembler. Mais dans là, ça fait pac, 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 pac. Je tremble fort, chaud. Comme si quelqu'un qu'on a mis l'eau chaude au feu. C'est trop fort. Et ma tante a pris voiture vite pour venir me voir. Il a appelé aussi ma maman. Quand ma tante est venue, il ne pouvait pas me soulever pour m'amener dans la voiture. Donc, ils ont appelé les renforts. Plus de 10 garçons de venir les aider pour me... Avant qu'ils m'amènent dehors, je me suis déjà tombée évanouie. J'ai regardé ma tante comme ça. J'ai dit, tante, pardon, sauvez-moi, mes enfants. Et j'ai dit à mon mari aussi, il ne faut pas me laisser, sauve-moi. Et je suis tombée évanouie. Mais ce que je me suis rappelé, c'est après quelques jours que je suis réveillée à l'hôpital. Et si je dis ça, ça me donne... Non, ça va, madame. Aujourd'hui, là, ça va. C'est ça qui permet de tout évacuer. Il faut savoir revenir sur ces souvenirs-là. C'est ça qui vous rend belle comme ça aujourd'hui. Hein? C'est ça qui vous rend enseignante aujourd'hui. Il a fallu ça, non? Il a fallu ça, il n'a pas fallu ça.
C'est ça qui vous rend extrêmement enseignante aujourd'hui. Quand vous parlez de ça, vous enseignez d'autres femmes, vous vous sentez très forte et très fière de vous. Parce que vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Donc, c'est les étapes de la vie. Les étapes les plus importantes. Mettez les cœurs pour la dame, s'il vous plaît. C'est pas facile de partager des témoignages aussi profonds, aussi riches, aussi bouleversants qui peuvent enseigner toutes les communautés. C'est assez important. Ne soyez pas quand même aussi chiche avec des cœurs, tout du moins. Et le troisième jour. Même quand vous pleurez, vous êtes belle, hein? Merde. Ah. Laissez, on va d'abord voir cette vidéo et vous allez me donner ce que vous pensez de ça. Parce que ça fait partie des souffrances de l'obésité, il faudra en partager. C'est dur, hein? J'espère que si tu es en train de t'amuser avec ton obésité, si tu continues à prendre ça à la blague, sachez que c'est quelque chose qui est une maladie assez compliquée, assez profonde, assez difficile. Et j'ai voulu ce soir partager ce moment. Ça fait peut-être mal, mais il y a des gens qui ne prennent véritablement pas au sérieux. Il faudrait légèrement choquer. Moi, personnellement, depuis que j'ai regardé ça, je ne peux pas vous tromper. Je voyais mon ventre gonfler, mais j'ai commencé à prendre les choses un peu plus au sérieux, un peu plus différemment. Aujourd'hui, on aime les chocolats, on consomme, on suit la chimie, on prend les thés comme on peut prendre, on prend tout ce qu'on voit, toutes les astuces qu'on voit. On ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas, mais on est en train de mettre notre vie totalement en danger. Et puisqu'on est en train de mettre notre vie en danger, il faut parfois créer le choc dans l'esprit. Il y a des enfants aujourd'hui qui se lèvent et qui vont commencer à dire que je veux ressembler à Awa. Parce que Awa, on fait les tapotages, elle prend ceci. Mais d'ici quelques temps, vous serez surpris que vous ne voyez plus Awa. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est amusé, on l'a laissé prendre les cadeaux, on envoyait les cadeaux, on était fiers de pouvoir voir des gens être comme les Mongols pour vous. Vous voyez des gens qui sont en train de s'engager, mais au fond, la dame vient de leur dire, devant les caméras ça marche, mais derrière, c'est l'image que vous venez de voir, ce sont les pleurs. Mais devant vous, on force à sourire, on force à rire, on force à faire des grimaces à un certain niveau, pourtant derrière, on souffre. Si donc nous avons des personnes qui sont en état d'obésité, même si pas encore, mais qui sont sur la voie de l'obésité, ne sachant pas ou sinon n'aiment pas aller devant le miroir, n'aiment pas la balance, il nous revient, nous qui sommes leurs frères, nous qui sommes leur famille, à pouvoir, surtout avec beaucoup de sagesse, sans toutefois insulter, sans toutefois dégrader, se rapprocher et dire, mon frère, ça ne va pas. Prenons un peu au sérieux, essayons de contrôler. Et là, on pourra se retrouver en train d'aider ces personnes. Ok. Votre tante, je pense que en dehors de votre mari, il y a eu d'autres personnes qui vous ont peut-être soutenu. Ou je ne reviens plus sur ça. Parce que là, vous voulez... Hein?
Moi, je vois la belle femme là, mais parfois, peut-être tes pleurs peuvent me plaire à te voir pleurer. Hein. Parce que pour moi, ce ne sont pas des pleurs. Moi, ce sont les pleurs de joie. Parce que quoi? Tu as traversé une étape où tu devais pleurer. Aujourd'hui, tu as l'étape où tu souris et tu as la grande phase de passer la connaissance. Ça, c'est la plus grande fierté. Donc, même si moi, personnellement, en face de toi, je te vois pleurer, je ne pleure pas. Parce que quand je regarde l'image de la personne avant, j'imagine le nombre de larmes, le nombre de tonnes que tu as passé. Aujourd'hui, tu ne peux que pleurer pour les gens qui prennent ça à la négligence. Ok. Vous rencontrez les médecins au Bénin. Les médecins vous disent quoi concrètement? C'est le 3e jour que Marie a dit, lorsque je suis réveillée, il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu nous as fait ici? Et les sages-femmes là rentrent dans la salle pour me dire, hé, madame, vous avez un bon mari. Votre mari, il a tombé par terre ici, là. Il a tombé KO. Dis pardon, sauvez ma femme. Je n'ai plus personne qui va prendre soin de ses enfants. Pardon, même si tout mon argent termine dans la banque. Je ne veux pas de l'argent, je veux que ma femme vive. Et que le docteur lui a dit, au fait, ils m'ont amené dans la première hôpital. Qu'est-ce que vous avez amené? Il n'y a plus rien là. Il faut l'amener dans. Ils ont indiqué notre hôpital. Ils m'ont amené encore là-bas. Et eux-mêmes, ils ont dit, ici, là, on ne peut pas prendre charge. Il faut l'amener au CHU. Maintenant, arrivé au CHU, le docteur là-bas, il ne me répond pas vite. Il ne répond pas. Donc, mon mari était fâché. Et puis après, ils ont appelé. Ma tante a appelé quelqu'un, ils ont dit de m'amener dans un hôpital, la Sainte-Anne, au militaire. Et puis là-bas, ils ont dit, c'est vrai, le cas était grave, mais on va essayer de lui mettre les antibiotiques fort. Et on va attendre jusqu'à demain, après-demain. Si ça ne marche pas toujours, on est obligé de le ramener encore au CHU. Et dommage que Dieu a dit, je vais encore vivre. Le 3e jour, je me suis réveillée. Et c'est là qu'ils sont en train de m'attendre tout ce qui s'est passé. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai déjà trouvé les bandes partout, par-ci, par-là. Ils ont attaché mes pieds comme ça parce que je ne peux pas faire le mouvement. Si ça se colle, ça me brûle. Je crie, waouh, un cri que je crie ici, Dieu même entend là-bas. Donc, ils sont obligés de séparer les deux pieds comme ça pour que de l'air rentre. Mon mari a fait tout possible pour me prendre le climatiseur. Là-bas, d'abord, dans la salle, ils ont tout allumé. On a pris une salle bien climatisée pour que ça ne chauffe pas. Il a tout payé. Il a payé l'argent jusqu'à un jour, on lui a fait l'ordonnance. Il a rentré dans le banque comme ça. Il a trouvé que 25 000. Il a assis par terre dans le banque que je vais encore trouver l'argent pour sauver ma femme. Et dommage que lui-même, il avait des gens qui m'ont aidé. Qu'est-ce qui fait en sorte? Selon vous, vous avez pu savoir ce qui crée directement ce choc brutal. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai l'impression que c'est les masses de graisse qui descendent directement sur vos pieds, en bas. C'est parce que vous ne vous levez plus, le corps se décharge directement sur les pieds. Vous avez pu savoir après ce qui s'est passé? Ce que les docteurs ont dit, ils ont appelé la maladie l'érysipène à la peau d'orange. L'érysipène à la peau d'orange, ok? Ils ont dit ce qui cause ça, c'est que lorsque tu es là, il y a les trous que tu n'arrives pas à faire entrer les doigts pour nettoyer. C'est à cause de microbes et c'est le microbe là qui cause l'érysipène à la peau d'orange. Ah, c'est très important. Ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de rappeler aux personnes obèses de prendre véritablement soin de leur hygiène. C'est très important. Très important. Ce qui veut dire qu'il faut des éléments adéquats pour pouvoir protéger leur hygiène. C'est très important. Merci de le rappeler. Ok, maintenant vous finissez au Bénin. Vous trouvez que là, forcément, vous devez vous jeter dans le combat pour pouvoir finir avec cette maladie. La prochaine direction, c'est quoi? Ou sinon, le prochain combat, c'est quoi? Ils ont proposé à mon mari de me faire opérer. Ils ont dit là, à l'hôpital, là, eux-mêmes, ils font cette opération. Oui. J'ai dit, mon mari a dit non, j'ai peur.
Il faut que je trouve un témoignage comme ça qui a déjà fait cette opération dans votre hôpital pour que je sois assurée. Et puis, il faut que la personne a le poids que ma femme a. Parce que vous pouvez faire l'opération. Est-ce que c'est le même poids? Pour tout Et vous ça voulez là. opérer quoi? Ils ont dit qu'ils voulaient m'opérer. Opérer quoi, concrètement? Le foie, le pied, l'estomac, l'estomac. Ok. Donc, au Bénin, vous refusez l'opération de l'estomac alors que vous n'avez même pas encore fait des examens approfondis sur ce cas. Oui. Vous ne savez même pas très bien de quoi vous souffrez. Donc, on voulait faire l'opération à tâtons. Sinon, il me fait l'examen. Il me demande aussi de faire scanner. Mais lorsque je parcours partout pour le faire, on ne trouve pas le scanner qui prend mon poids. Ok. Bon. Lorsque vous quittez dans cet hôpital, vous faites quoi? La France? Vous parlez quand même français. Vous avez essayé la France? Oui, j'ai essayé la France jusqu'à... On m'a même... j'ai mes cousines qui sont très chères pour moi, qui sont fait tout possible pour que je rentre en France, pour me soigner. Et puis les hôpitaux là-bas ont dit, ah, avec son poids là, on ne peut pas l'accepter. Il faut qu'elle perde au moins un peu de poids. En Amérique aussi, ma cousine que je dis là, il y a sa soeur aussi qui est en Amérique, lui-même, les deux, ils sont en train de se battre. Ils ont dit vraiment, on te connaît, tu es une fille timide, tu es trop calme. Parmi toute la famille, tu es laquelle on apprécie tout. Même si on ne veut pas te donner l'argent, on va accompagner ton mari parce que c'est un bon monsieur. Ils ont commencé par faire des recherches. Et en Amérique, eux, ils ont dit non, d'aller faire des analyses. De faire telle analyse, on a dépensé beaucoup d'argent. Oh, finalement, ils ont dit non, qu'ils ne pouvaient pas me prendre. Ils ne pouvaient pas me prendre. En France, ils voulaient, il y a un hôpital là qui voulait me donner le truc. Mais comment on dit? Air France a refusé qu'il ne peut pas me mettre dans l'avion, que je représente une risque pour leur pays. Que tu représentes un risque pour leur pays? Oui. Air France. Je ne sais pas si c'est Air France, mais ils ont dit ça à l'ambassade, que c'est depuis là-bas que le papier est venu comme ça, que je représente un danger. Si c'est... Je ne me rappelle pas bien. Ah, c'est trop de frustration, hein, en tout, hein. Frustration dans le transport, frustration dans la vie, frustration en tout. Même l'hôpital, vous ne trouvez pas de scanner. C'est, j'imagine, hein, c'est très profond. Et puis, je ne peux pas marcher. À chaque fois, il faut une ambulance qui devait venir me prendre pour faire des courses. Après combien d'années, ou sinon combien de pays est-ce que vous avez essayé avant de décider de partir en Turquie? Quoi? Vous avez essayé combien de pays, combien de visas avant de décider la Turquie? Beaucoup. Moi, je ne voulais pas aller en Turquie, sans vous mentir. Oui. Lorsqu'on a trouvé l'Amérique, première fois, et la France, il y avait ma soeur qui est en Amérique, là, elle a dit, mais pourquoi pas aller en Turquie ou bien en Tunisie? Je connais les gens, même les gens qui sont ici en Amérique, pour aller faire là-bas. Moi, je me dis, moi, le meilleur emplacement, c'est la France ou bien l'Amérique. Oui. Le complexe des Africains. Voilà. Le complexe des Africains. Oui. Je pouvais trouver la solution. Et à chaque fois, ambassade de France, là, j'étais là-bas plus de 5 fois. Et à chaque fois, c'est refus. Jusqu'à même, c'est depuis le Congo que je partais en ambassade de France. Et là-bas au Congo, j'avais parti par non, peut-être on va me donner visa. Ils m'ont donné refus. Je suis revenue ici. Lorsque je voulais partir encore avec ma nationalité bénin, en tant qu'obèse là, c'est les policiers qui sont venus m'arrêter comme ça, mes notes. Et au tribunal direct. Et c'est même l'ambassade là, l'ambassade de France qui est venue me prendre là-bas que cette dame, c'est une souffrance qui est cachée derrière tout ce qu'il a fait.
La souffrance là, c'est trop. Et puis mon mari pleurait comme ça dehors. Pardon, regardez, il a amené tous mes enfants pour voir mes enfants. Que la souffrance est trop. C'est pour cela que j'ai fait le nom d'une autre personne au Congo, tout juste pour avoir le visa, pour sauver ma vie. Et l'ambassade là, qui a défendu, il a défendu mon cas. Défendu mon cas. L'ambassade de France. L'ambassadeur du Kwame. Ok, l'ambassadeur. Mais malgré ça, il ne vous a pas donné de visa. Bon, pas parce que, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'hôpital qui vous acceptait de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ok. Le départ en Turquie. Vous faites des examens avant de quitter votre pays pour aller en Turquie? Non, non. Et lorsque j'ai rencontré ce monsieur, lui-même a dit, voilà, c'est d'abord son assistant que j'ai rencontré. Il a dit, Madame Hassan, vraiment, le docteur a dit, votre cas là, c'est pour, il ne veut pas parler avec vous. Et là, j'ai dit, est-ce que je peux rencontrer le docteur? J'ai envie de parler avec lui. Il a dit, il ne comprend pas français, c'est moi qui j'ai dit, il faut lui dire, si vous voulez m'aider vraiment, tout ce que je vais vous dire là, il faut lui répéter exactement comme je suis en train de vous le dire. Et puis il a dit, ok, d'accord, je vais essayer de lui convaincre, si j'arrive à lui convaincre. Et puis un jour, nous sommes dans... mon mari avait dit qu'il va prendre carême de 3 mois. Et dans ce carême, il a dit à Dieu, Dieu, pardon. Avant que je termine cette carême, il faut que tu nous donnes la solution à ma femme. Et lorsqu'il a fait 1 mois, tous les enfants aussi, même des bébés, les enfants de tous ont décidé de l'accompagner avec le carême. Donc toute la maison faisait carême. On est en train de faire la prière. Moi, j'étais dans la chambre. Mon portable était sonné. Et je trouve l'assistance là qui m'appelle. Je te dis, Madame Hassan, le docteur a décidé aujourd'hui de vous parler. Donc, on va faire un appel à toi. Je dis quoi? Et je commence à crier. J'ai appelé le nom de mon mari. Je l'ai appelé. Il n'a pas vite entendu. Et puis les enfants du papa, maman vous appelle. Et ils croyaient que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et tous sont courus pour venir. Je dis vraiment, le docteur veut me parler. Il dit quoi? Tous les enfants veulent, oh, sans avoir déjà entendu la réponse. Ils se disaient que leur prière est exaucée. Et tous sont mis debout. Le docteur a fait appel vidéo. Et puis, l'assistant me dit que le docteur a dit, je m'appelle comment? J'ai dit Hassani. Le Sirani a dit, quoi? Quelle coïncidence, moi aussi c'est Hassani. Je dis, il a dit ça, c'est pas du hasard, hein, c'est pas encore. Et puis il a demandé ma date de naissance. On dirait, lorsque j'ai dit la date de naissance aussi, ça a concilié à quelque chose pour lui. Et puis il a dit non, ça c'est pas du hasard. Il faut que je fasse tout possible pour que ce soit. Dis-toi que tout est déjà guéri. Et je dis amen. Il a dit, même si à l'ambassade, il refuse de te donner le visa, je vais mettre tous les documents de mon hôpital garantis pour te faire venir en Turquie. Et on a fait des échanges. Tout ce que je dis, l'assistance lui répète ça. L'assistante lui répète ça. Et puis, il a dit, est-ce que tu es prêt? J'ai dit, même aujourd'hui, si tu m'envoies le papier aujourd'hui, j'obtiens mon visa comme ça, je ne m'arrête plus. Il a dit, ok, demain, l'assistant va essayer de t'envoyer les trucs, tu vas aller, ton mari va aller t'enlever ça, puis tu vas amener, et puis il a envoyé, puis le lendemain, en même temps, on a fait les trucs, ce qu'il faut faire, le roulement, tout. Comme on avait déjà l'habitude de partir en ambassade de France, l'année, tout. Donc, on avait déjà un roulement en cours. Donc, on a enlevé le relevé bancaire, en même temps, l'ambassade de Turquie, on nous a donné un visa de 1 an. Mon mari a dit, je ne peux pas te laisser seul, moi, mais je t'accompagne. Lui-même, on lui a donné son visa de 1 an, nous les deux. Et j'ai appelé ma maman de venir rester avec les enfants. Pas même 1 semaine, on a pris le vol pour aller, l'ambulance est venue me prendre, arriver à la maison. Je ne peux pas monter les escaliers de l'avion. L'ambulance m'a soulevé de bas pour monter en haut dans l'avion. Maintenant, arrivé là-bas, c'était pas facile parce que les docteurs n'arrivent pas à rentrer dans l'aéroport. Maintenant, pour trouver l'ambulance, il faut déjà les avertir. Je n'ai pas su quelqu'un pour les avertir, donc ils n'ont pas trouvé quelque chose pour me soulever, pour me faire sortir
de cet Ouais, aéroport. aéroport. On me roulait par terre comme ça, comme le poulet. Donc, on me tournait. Si on me tournait, si on me tourne un peu, si j'écris, mon mari, avec les gens là, ils arrêtent. Je suis blessée partout dans le corps. On a fait tout possible. On est arrivé là-bas à 11 heures. Depuis 11 heures du matin jusqu'à 19 heures du soir, je n'ai pas encore sorti dans l'aéroport. Vous savez, l'aéroport de là-bas aussi, c'est pas un mince affaire. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous donne la confiance envers ce médecin? Vous aviez déjà vu son travail, vous avez vu quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait comprendre? Qu'est-ce qui vous donne cette foi que ce médecin va vous aider? Pour moi, il y a aucune chose qui m'a donné la foi, c'est Dieu. Je sais que si Dieu m'a gardé jusqu'à là, il a quelque chose qui veut me transformer en quelque chose. Donc, je me suis laissé carrément à Dieu. Mais vous avez refusé les médecins africains. Les médecins vous ont dit au Bénin qu'ils vont vous opérer. Vous n'avez pas eu confiance en eux. J'ai refusé les médecins africains parce que je trouvais ça louche. Ils n'avaient pas déterminé qu'est-ce qui a causé mon obésité. Il n'y avait pas le point, mon scanner. Il n'y avait pas les analyses. Ils ne trouvaient ça. On me demande depuis l'Europe là-bas de faire cette analyse, de faire ça, de faire ça. Ils n'arrivent pas à me faire ça. Il dit il y a d'autres qui en ont. Ouais, mais maintenant, le médecin turc, hein, lui, il vous a demandé de faire quelle analyse? Vous l'avez envoyé quelle analyse avant de prendre le vol? Je l'ai envoyé tout ce que j'avais déjà fait. Il m'a demandé quel médicament que tu as l'habitude de prendre qui est accro. C'est-à-dire quel médicament que tu dois prendre chaque jour. J'ai dit c'est seulement diclofenac, antidouleur. Parce que j'ai mal à dos, tout. Je dois prendre diclofenac chaque jour. Je dois le prendre. Ils m'ont dit de laisser tout ça. Les analyses que je les ai envoyées là, il a dit même si eux, ils me disent de faire les analyses là. Arrivé là-bas, ils vont encore répondre parce qu'ils trouvent tout ce que j'ai envoyé là. Ils ne trouvent pas sacré. Mais vous avez confiance en lui, sans analyse sûre. Vous voyez? Oui, ça vous mentir. Lorsque le docteur m'a appelé, il y avait quelque chose qui m'a tiré, qui m'a dit, il y a ta solution là. Je vous ai interpellé sur ça parce que je voulais juste faire comprendre à une personne dans cette émission que la santé commence par la tête. Si vous ne vous connectez pas à votre médecin, vous ne croyez pas en lui, même s'il fait quoi, rassurez-vous, si vous n'êtes pas guéri dans votre tête, ça ne marchera pas. Donc la première des choses, elle a cru à son médecin sans toutefois le connaître, sans toutefois hésiter. Donc la seule chose qu'on lui dit déjà que madame, ne t'inquiète pas, et j'aimerais faire comprendre ici aux gens qui regardent les médecins. Le médecin ne soigne presque pas, mais le médecin soigne votre cerveau. Le fait seulement qu'il soit devant vous, vous dites que oh, le médecin est arrivé, c'est ce qui vous soigne. Donc le fait qu'elle a appris que le médecin s'il va me guérir, même si le médecin ne l'opérait pas, mais que le médecin posait seulement la main sur sa tête, avec l'élément confiance qu'elle avait, elle devait déjà trouver la guérison parce que il nous faut souvent un déclencheur psychologique pour pouvoir commencer à trouver notre propre guérison. C'est un côté que je voulais qu'on puisse peut-être toucher ce soir. Ok. Vous arrivez en Turquie. Quels sont les premiers examens? Quand vous mentez, lorsque je suis arrivée en Turquie, le docteur a dit, ah, avec ça, on ne peut plus arrêter. Madame, je vous ai dit, à partir de minuit, il ne faut plus manger. Est-ce que je dis, ah, mais depuis hier que j'ai quitté au pays, je n'ai rien mis, mais je bois l'eau. Il a dit non, vous ne pouvez plus rien prendre parce qu'on doit vous opérer demain à midi, on doit vous opérer. Et mon mari a dit, ah, l'opération, ça prend combien de temps? Et pour me donner le courage, il y avait une Congolaise qui était dans l'hôpital. Il m'a fait venir, le Congolais, lui, mais il vient après 2 heures de terminer son opération, ou bien 3 heures comme ça. Il est venu avec son truc comme ça. Bonjour madame, je dis bonjour, il a dit vraiment. L'opération, vous voyez, il m'a ouvert son ventre de regarder. Il y avait plus de peur que le mal, lui-même il avait peur. Mais écoutant les docteurs là, lorsqu'ils voulaient m'amener à la salle d'opération, ils m'ont dit,
risque pour vivre là, c'est 1%. Et le risque pour danger, c'est 90. Est-ce que 99, est-ce que vous êtes prêts? J'ai regardé mon mari comme ça, lui-même m'a regardé. J'ai senti la peur dans les yeux de mon mari. Et j'ai dit, je suis déjà venue ici. J'ai dit, je suis prêt. Ils ont dit à mon mari de signer. Et en même temps, ils m'ont amené faire le scanner. Ils ont dit à mon mari d'aller payer à la caisse. Il faut payer ce qu'il faut payer. Ils m'ont fait le scanner. Ils m'ont fait tous les analyses. Ils m'ont tout fait. Mais ce que j'ai remarqué à les docteurs là, même si en allant à la salle d'opération, là, mon mari n'était pas là, il ne peut pas nous accompagner. Il m'accompagne jusqu'à dans le couloir. Arrivé dans le couloir, il s'est retourné dans la chambre. Mais les docteurs là, si tu vois, ils me chuchotaient comme ça, ils me fait bisous. Madame, est-ce que vous savez que vous êtes bien? Regardez que vous êtes pressé. Il y avait un jeune homme parmi les docteurs là, j'ai attrapé sa main comme ça. Aïe, il voulait enlever la main. Il y avait tellement de peur. Il y avait tellement de peur. Ah, vous-même, vous connaissez, nous les Africains, quand on entend déjà opération, c'est la mort. Il y avait tellement de peur. Je l'ai attrapé la main, il vient enlever la main, il n'arrive pas. S'il vient enlever, je serre encore sa main pour que c'est une façon de lui dire, je regarde ses yeux, pardon, ne ménage pas. Et dans les yeux de cet homme, je regarde les yeux de mon mari. C'est plus cet homme que je vois, c'est mon mari que je regarde dans ses yeux. Et je ne veux plus que ce monsieur me laisse. Et je suis en train de regarder ses yeux comme ça. Je ne sais pas en quel moment l'opération s'est passée. Et puis, c'est là on vous fait l'examen de la thyroïde avant l'opération ou après l'opération? C'est avant. Tous les examens, ils ont fait avant. Lorsque je suis arrivée là-bas, en même temps, ils ont prélevé ce qu'ils doivent prélever. Ils ont tout fait avant. Et après avoir terminé aussi, ils ont encore fait d'autres examens. Avant d'entrer au bloc opératoire, on vous a fait comprendre que vous avez un problème de thyroïde? Non. Ils m'ont rien dit. Là, je sais, ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit. Ils passent déjà en action de préparer comment ils vont m'opérer. Oui. Ils ont tout gardé pour eux-mêmes. Ok. Quand j'ai quitté en Afrique, je ne savais pas que je souffrais de tension. Parce que je trouve que les docteurs me demandaient à chaque fois, est-ce que vous souffrez de tension? Je dis non. Tu prends les médicaments de tension? Je dis non. Mais le jour qu'on m'a opéré là, tension a joué ça tout. Donc vous deviez partir à cause de la tension? Oh oui. Parce qu'eux, ils n'avaient pas prévenu. C'est pour cela qu'ils me demandent, est-ce que tu souffres de tension? Ils te demandent, ils te posent toutes les questions. Et on vous a opéré quoi concrètement? L'estomac. L'estomac, on l'a réduit? Oui. Quand on l'a réduit, vous l'avez vu? On vous a donné après? Oui, on m'a donné, on m'a demandé même si je veux amener ça. Ok. Et qu'est-ce qui se passe les 3-4 jours après l'opération? Sans vous mentir, moi, vous savez que je ne me lève pas. Mais après avoir terminé l'opération, le deuxième jour, on m'a mis quelque chose comme un truc bleu ou noir dans le seringue pour me de percer dans la bouche, un peu de faire partir ça, un peu, jusqu'à après, je sens que ma gorge, c'est mon aussi l'eau. Je n'ai pas bu de l'eau, mais à chaque fois que je sens que la gorge est sec, de mettre un peu de l'eau, de ne pas boire l'eau, mais de ne pas boire l'eau, mais de mettre un peu de l'eau là, toujours ça pour soulager la gorge qui est sec. Vous avez passé combien de temps à l'hôpital? Pour moi, j'ai fait 8 jours. 8 jours seulement à l'hôpital. Après, vous avez pris un appartement en Turquie? Normalement, c'est 3 jours. Mais c'est mon mari qui a dit non, je ne veux pas que ma femme va à l'hôtel comme ça. Il faut bien la surveiller. Normalement, déjà à 3 jours, il devait déjà m'amener à l'hôtel.
C'est 3 jours à l'hôpital, 3 jours à l'hôtel, et puis le 5e jour, tu dois rentrer. Tu dois rentrer au pays. Vous avez fini d'être opéré 8 jours après. Vous avez perdu combien de kilos? Non, on ne m'a pas pesé 8 jours après. Lorsque j'ai quitté à l'hôpital, mon mari a dit non. Ma femme, je veux que vous la suiviez encore. Parce que lui, son cas est différent des cas que je vois ici. Là. Parce que dans cet hôpital, il y a beaucoup de gens qui viennent pour la même opération. Mais parmi tous les gens là, on n'a pas trouvé quelqu'un qui a mon cas. Oui. Et mon mari a dit, oh, si on arrive au pays maintenant, si quelque chose arrive, comment on va faire? Là-bas, là, on ne trouve pas les trucs d'analyse, quoi là. Je préfère qu'elle reste encore. Et puis, il a payé hôtel. $90. J'ai fait 2 semaines encore à l'hôtel. Et la thyroïde, comment est-ce qu'on gère votre thyroïde? Parce qu'on découvre que vous avez la thyroïde. Comment est-ce qu'on l'a gérée? Lorsque je voulais quitter là-bas, ils m'ont dit, j'ai la thyroïde. Ils vont te donner un livre. Des analyses qui t'ont fait. Des analyses que tu dois faire après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois et après 1 an. C'est après 1 an que tu n'auras plus de suivi chez eux. Là, tu ne peux plus souffrir de quelque chose par rapport à l'opération. Oui. Mon problème n'est pas là-bas, c'est au niveau de la thyroïde parce que vous prenez le poids à cause des hormones. C'est vrai qu'on a enlevé l'estomac, on l'a réduit. Mais là, le problème au niveau de la thyroïde et de la gestion hormonale. Qu'est-ce que les médecins font concrètement pour votre thyroïde, pour votre maladie, pour vos hormones? Parce que vous êtes encore à risque de prendre à cause des hormones. Moi, je ne savais pas, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont déjà tout soigné. Parce qu'après, j'avais tombé malade. J'étais tombé malade lorsque je suis revenue. Ici, il n'arrive pas à déterminer ce qui a causé la haine. Et puis, mon docteur, là, il a dit, mais c'est quoi? L'analyse qui a été donnée, tu as fait? J'ai dit oui. Il a dit, ok, va sur ton généraliste, là. Je vais lui parler. Il les a parlé, ils ont dit de faire ça, de faire ça. Et puis, il a demandé chez le généraliste, est-ce qu'il m'a fait l'examen de thyroïde? Et c'est là, le généraliste a dit non. Et puis, lorsqu'ils ont fait l'examen, là, ils ont vu que la thyroïde est encore élevée un peu. Et puis, mon docteur a prescrit des médicaments dans le groupe. Parce que je suis suivie par des diététiciennes, tout, dans le groupe. Plusieurs docteurs dans le groupe. Oui. Donc, il a envoyé l'ordonnance là. Je suis allée prendre ça. Lorsque j'ai pris l'ordonnance, jusqu'à aujourd'hui là. Vous n'avez plus de problème. Le poids, comment est-ce que ça part progressivement? Comment est-ce que vous ressentez votre corps? Vous perdez ça comment? Par exemple, on va parler de quelque chose parce que j'aimerais encore revenir sur ça parce que vous avez parlé de ce lymphodème. Parce que je vois des gens vraiment souffrir. Je me pose la question, comment est-ce que, regardons encore cette image. When I turned 25, I had to completely stop working because I couldn't physically do it anymore. I went on disability. I'm guessing I was Lui, il a un lymphodème. Et j'ai vu vraiment des gens en train d'essayer à un certain niveau de se faire opérer le lymphodème, votre lymphodème. Le lymphodème que vous avez développé au niveau des fesses, au niveau des cuisses, ça part comment? Juste parce qu'on vous a opéré l'estomac? Ça, c'est ce que je vais dire. C'est au fur et à mesure. Ça descendait seul. Oui. Au fur et à mesure que je perds du poids, je vois que ça aussi, ça descendait. Au fur et à mesure jusqu'à là. C'est au fur et à mesure. Mais là-bas, en Turquie, lorsque j'avais fait 3 semaines, 8 jours à l'hôpital, 2 semaines à l'hôtel, avant de quitter là-bas, j'ai perdu 19 kilos. Et puis les docteurs aussi, ils étaient tellement contents, jovial. C'est depuis là-bas que je commence déjà à marcher.
Ah, depuis la Turquie, vous avez recommencé à marcher. Il me traitait comme des enfants. Et il est devant, mon assistance est devant, il me dit, madame, allez, fais un pas, fais un pas. Bravo, venez encore, venez. Un pas, un pas, un pas. Après, si je dis, je suis fatiguée, et puis il me soulève, pom, 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 pour aller me faire coucher sur le lit. Après quelques heures, il revient encore, madame, est-ce qu'on peut encore faire un peu? Il faut dire à votre corps que c'est un peu la même personne. C'est la marche là qui va vous aider. La gestion psychologique. Oui, c'est comme ça, comme on fait à les bébés. Oui. Il faut faire. Et je commence à faire encore. Il fait. Jusqu'à... Et à ce moment, votre mari est encore à côté? Oui, tout le temps, lui, il est là. Il n'est pas en train de dire que mon bébé ne doit pas faire, elle ne doit pas avoir mal? Ah, si je commence à crier là, lui, c'est la prière. Wow. C'est la prière. Même dans ce truc, c'est parce que vous ne pas notre nom. Sinon, j'allais vous envoyer un audio là. Il a dit, lorsqu'on t'a amené dans la salle comme ça, j'ai attrapé la diarrhée. J'ai fait diarrhée 4 fois. Et après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? La vidéo est là. Il est en train de me raconter ce qui s'est passé. Que après, je me suis mis dans la prière. J'ai décidé de faire une prière de 2 heures. Mais je me suis retrouvée dans la prière jusqu'à tout est sorti dans la salle. Et c'est lorsque les docteurs ont venu me dire de venir scier que l'opération s'est déjà terminée, que la prière est terminée. Votre opération a duré 2 heures. Non, non. Normalement, ça doit durer 1h30, comme le docteur a dit. Mais pour moi, là, ça a duré 3h30. 3h30. Et si on va au niveau des dépenses financières, vous êtes à peu près à combien? Parlons seulement de l'opération au niveau de clinique, hein, on ne va pas parler au niveau du voyage. Au niveau du clinique, c'est confidentiel. Ok, gardons ça confidentiel, c'est votre choix. C'est juste pour pouvoir essayer de trouver, encourager une personne qui doute encore. Mais si c'est confidentiel, ça reste confidentiel. À un certain niveau, je crois qu'on a touché l'ensemble des choses. Faut pas dire Pardon? ça. Si je dis ça, les autres n'auront pas le courage, alors que ce n'est pas les mêmes cas. Ok, c'est déjà une bonne chose. Je ne me suis pas sacrifié pour eux. Ok, aujourd'hui, vous décidez d'accompagner les femmes qui souffrent et les hommes qui souffrent d'obésité. Qu'est-ce que vous avez apprêté? Les groupes WhatsApp, votre compte TikTok seulement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Sans vous mentir, actuellement, je n'ai pas encore... on parle en WhatsApp. On parle, je voulais faire un groupe. Oui. Je voulais faire un groupe. C'est passé actuellement, je voulais déménager là où je suis. J'ai même déjà pris une maison. Parce que je veux que, s'il y a l'opportunité même pour que les gens viennent, je les accompagne ensemble pour que je veux que... Vous êtes international, vous n'êtes pas seulement béninoise. Les gens ne vont pas quitter les États-Unis pour venir vous retrouver au Bénin. Vous allez faire quoi concrètement? Vous allez leur faire les massages d'amour, vous allez leur faire le massage des beaux yeux, vous allez leur donner des thés, vous allez faire quoi concrètement? Non. Vous allez leur faire comme les médecins vous ont dit que 1 pas, 2 pas, faire l'effort, faire comme ça. Est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi concrètement? Non, je leur donne des conseils. Oui. Je leur donne des conseils qu'il faut. Je les accompagne et je leur demande leur mode de vie, c'est comment. S'ils arrivent à m'expliquer, si je trouve que c'est un cas que je peux aider la personne à quitter dans son obésité, je m'engage. Si je trouve que c'est un cas qui me dépasse, je leur dis carrément de ça là, il faut contacter le docteur. C'est pas à mon niveau. Vous avez fait confiance parce que vous m'avez dit que lorsque vous découvrez que vous êtes en obésité, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de vous faire opérer. Aujourd'hui, vous croyez à la perte de poids sans opération? Oui. Oui. Je crois à la perte de poids sans opération. Pourquoi? Parce que l'opération ne définit pas que tu vas perdre le poids. L'opération va t'aider. C'est un activateur.
Oui, ça va t'aider. Si tu fais l'opération, si tu ne suives pas certaines choses toujours, c'est zéro. Hein. J'ai des cas ici qui m'appellent qu'ils ont fait leur opération. Après 2 ans, ils ont repris le poids. J'ai fait mon opération après 1 an. Mais toi, comment tu as fait? Je dis, est-ce que moi, jusqu'à maintenant, je suis en contact avec mes docteurs. Quels sont quels sont les conseils qu'on te donne après l'opération? Qu'est-ce que tu devrais faire pour pouvoir perdre ce poids? Après mon opération, j'ai un livre de s'alimenter pendant 1 mois d'abord. Après, Oui. pour 1 mois, ils ont changé pendant 3 mois. Après 3 mois, ils ont changé pendant 6 mois. Après 6 mois, ils ont changé encore pendant 1 an. Ok. Après 1 an, c'est là qu'ils m'ont laissé. Là, Votre mari, il a le gros ventre? oui. Bon, je voulais vous mettre un défi devant les gens, mais je ne mets plus un défi. Je ne mets plus un défi. En fait, c'était juste pour poser la question au niveau de l'alimentation et le contrôle de l'alimentation. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont des gros ventres à cause du lien. Il ne faut pas seulement regarder ça. Il y a des gens qui sont en surpoids parce que c'est génétique. C'est une famille qui est comme ça, c'est une obligation. Il faut savoir le comprendre aussi. Il ne faut pas... Je pense que on vous a dit ça aussi, qu'il y a des poids qu'il ne faut pas lutter contre. Ça, c'est génétique. C'est comme ça, c'est dans la famille. À un certain niveau. Il y a des gens qui ont les gros ventres comme moi, que c'est dans la famille. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Il y a des trucs qu'on ne faut pas lutter contre ça. Bon, je crois que vous n'avez pas... Les gros ventres, hein? Hein? On peut lutter comme ça. On peut lutter contre ça? C'est pour ça que j'ai posé la question d'abord sur monsieur qui est à côté de vous, hein, avant de partir chez moi-même. C'est parce que lui n'est pas déterminé. Les gens disent, il faut écouter ce que je dis, mais il ne faut pas regarder ce que je fais. Donc, c'est un têtu, quoi. Peut-être parce que vous aussi, vous avez inversé l'amour, hein. Vous pouvez arriver aujourd'hui que vous avez inversé l'amour. Et vous aimez beaucoup hier, aujourd'hui vous l'aimez beaucoup, de telle sorte qu'il fait des caprices, tu acceptes aussi ses caprices, hein. Ça peut aussi arriver. Donc ça qui peut être la cause d'un certain manque de détermination. Moi je sais qu'un jour cette vente aussi va partir. Ok. Un jour il était confiant, après vous vous avez retrouvé que c'est le jour du mariage que vous avez constaté que vous avez pris du poids. On ne va pas rentrer dans ce sujet. Bon, je crois qu'on a balayé pratiquement tout sur votre cas. S'il y a quelqu'un qui a besoin de conseils, son compte est là, vous pouvez vous abonner chez elle, vous pouvez la suivre. Je crois qu'elle va commencer à faire des lives parce qu'elle manquait de courage pour commencer à faire des lives. Mais je crois qu'avec le sourire qu'elle envoie, elle peut déjà savoir quoi dire. Surtout, intéressez-vous à poser beaucoup de questions. Parce que si vous posez beaucoup de questions, elle aura la force de pouvoir vous répondre. Mais s'il faudrait qu'elle développe des idées elle-même pour pouvoir parler, c'est un peu compliqué. Lorsque j'ai commencé avec elle, elle me disait que je ne parle pas bon français. Je suis difficile à parler français. Mais voilà que vous avez développé bon français ici. On s'est en sorti. Je crois que tout le monde a largement compris ce qu'elle était en train de dire. Aujourd'hui, elle peut conseiller le monde. Elle peut conseiller les gens qui sont en difficulté d'obésité. Elle peut vous apporter peut-être des assistance d'une certaine façon. Sur ce, je vous invite à regarder cette émission après sur mon YouTube La Point Relance. Pour ceux qui ont besoin des accompagnements, vous allez me retrouver dans les Zooms, parce que dans mes Zooms, à l'heure actuelle, on va commencer à faire des formations. Dans l'ensemble des choses, je crois qu'on a parcouru le dossier de l'obésité avec cette grande et belle dame. On pourrait peut-être se séparer et se dire au revoir. Je crois que la prochaine fois, si vous avez quelque chose d'autre à dire, je vous laisse l'opportunité de parler. Non. À moins si on pose des questions, je peux répondre. Mais... À moins que quoi? J'ai pas entendu. Ça va. Même la nature a dit que je dois partir. Le son s'est à couper. Je ne vous entends plus. Je suis sûr que même mes abonnés ne vous entendent plus. Donc, le son est finalement parti encore. Je vous entends plus. Personnellement. Donc, ça a fait comme ça a commencé. Ça arrive à la fin de l'émission. La seule chose que j'ai dit aux abonnés de
guérir son obésité, je gère simplement le côté psychologique des personnes. Donc, si par exemple, tu as eu déjà des problèmes dans ta jeunesse, et aujourd'hui, tu es peut-être en surpoids d'un côté psychologique et qu'il faudrait peut-être t'accompagner, te remonter dans ce sens-là. C'est la seule chose personnellement que je puisse faire, te relaver l'esprit d'une autre façon. En dehors de ça, ne venez pas me voir pour me dire que je veux lutter, je veux perdre le poids. Non, je gère par la parole, par la remise en confiance. Madame, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Guéris ton obésité. Je te souhaite bonne chance pour ton combat. Je ne t'écoute plus, mais on va se voir après au téléphone. Sur ce, passez une très bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir supporté les caprices d'Internet. Merci de nous avoir accompagnés. Si vous me faites plaisir, on sera certainement ensemble dimanche. Je serai personnellement interviewé parce que je vais commencer à faire des lives où on m'interviewe. Ce n'est plus moi qui fais des interviews aux gens. Là, ça me permet de sortir le bagage qui est dans ce cerveau parce que le conserver, c'est pas important. Il faudrait le livrer à la jeunesse pour pouvoir passer la main. Sur ce, bonne nuit à tout le monde et à plus.